Hello tout le monde, on se retrouve ensemble sur cette vidéo pour calculer l'acquisition des congés payés en période incomplète. Alors, j'avais prévu de faire une petite correction d'exercice toute simple et puis de rappeler simplement au passage que les logiciels de paie ne calculent pas correctement les congés payés acquis en période incomplète et que donc cette règle, il était très important que nous la connaissions tous pour apporter les ajustements qui s'imposent, les correctifs qui s'imposent, de façon à faire en sorte que le salarié puisse bénéficier du nombre de jours de congés payés auquel il a droit. Sauf que dans l'intervalle, via l'onglet communauté, je me suis aperçue à partir de vos commentaires que un des livres d'exercices de gestion de paie les plus réputés comporte en fait une erreur dans sa correction, une erreur d'appréciation, hein, pas une erreur pas une coquille, on va dire, dans la correction, mais que ce qui est indiqué est faux en fait, hein, tout simplement. Et là, je me suis quand même sentie mal à l'aise de contredire tout simplement et les éditeurs de logiciels de paie, ça j'ai un peu l'habitude, et un auteur connu, réputé, que je respecte beaucoup en plus par ailleurs, sans apporter quelques arguments juridiques pour étayer mon propos. Voilà, je ne peux pas vous dire croyez-moi parce que c'est moi qui le dis, ne faites jamais ça, ni en paie ni en droit, demandez toujours des sources. Donc nous allons commencer par revoir les règles de droit applicables, puis nous ferons la correction de l'exercice et je vous déposerai pour les personnes que ça intéresse dans notre petit drive en fait, hein, dans l'espace commun, euh, un tableau de calcul donc, que j'ai fait ce week-end, donc il est vraiment en phase de test pour les personnes voilà, qui seraient intéressées et qui souhaiteraient refaire des petits exercices et s'en servir comme vérificateur, si je puis dire. Allez, c'est parti, on y va, on respire un grand coup et on part avec les règles de droit applicables. Alors, petit rappel des règles de droit applicables aux congés payés. Donc, la loi actuellement précise bien que le salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif dans la limite de 30 jours ouvrables. 4 semaines ou 24 jours de travail sont assimilés à un mois. Et en cas d'absence, la réduction des congés payés doit être proportionnelle à l'absence et bien sûr, on arrondit le nombre de jours de congés payés à l'entier supérieur. Donc la loi précise bien ce qu'est légalement un mois pour l'acquisition des congés payés. Il ne nous appartient pas d'apporter une autre réponse, même si elle nous semble plus cohérente. Un mois, c'est un mois civil, 4 semaines ou 24 jours de travail. On ne nous parle pas de jours ouvrés, de jours ouvrables et encore moins de jours calendaires. Donc, sincèrement, j'apprécie beaucoup Gilles Masson. Je pense que c'est vraiment un expert dans son domaine. Mais en ce qui concerne le corrigé de cet exercice dans son livre, je ne suis pas du tout d'accord avec la solution qu'il propose et je ne la comprends pas. Ce qui ne peut inciter qu'à la modestie, hein, comme je disais, si un expert comme lui peut se tromper, on peut tous se tromper à tout moment parce que c'est un domaine tellement, tellement complexe et qu'on a besoin les uns des autres finalement pour nous entraider et pour nous corriger. Alors, deuxième point, là qui concerne plus les logiciels et où je suis un petit peu moins tolérante, je ne vais pas mentir, la réduction des congés payés doit être proportionnelle à l'absence, c'est vrai, mais il ne s'agit pas d'une proportionnalité mathématique, comme on la voit dans tous les logiciels de paie, à savoir, si le salarié a été présent du 1er au 15 du mois, alors il acquérera 2 jours et demi divisé par 2, donc 1 jour 25 de congés payés. Je suis la première à penser que procéder ainsi serait tellement, tellement plus pratique. Mais ce n'est pas ce que la loi a prévu. Et n'en déplaise aux informaticiens, leurs logiciels sont censés appliquer la loi. Ils ne sont pas au-dessus des lois. Et là, j'avoue que c'est quelque chose qui m'énerve particulièrement parce que vu ce que coûtent ces logiciels, je trouve que ça serait quand même la moindre des choses de faire en sorte qu'ils nous permettent de respecter la loi et que nous ne soyons pas obligés de refaire tous les calculs systématiquement à côté. C'est pour moi totalement aberrant.
Et ce qui est complètement fou, c'est que je ne sais pas d'où vient, cette confusion, en fait. Parce que, j'avoue que j'ai appris ainsi lorsque j'étais, moi-même en formation, donc ce qui commence à dater un petit peu et par ailleurs, je suis allée chercher dans les limbes, sur internet et donc j'ai retrouvé ce journal officiel, au format PDF, hein, que vous pouvez trouver également, facilement, je pense, et qui date du 24 mai 1969. Nous n'étions même pas nés. Nous n'étions même pas des projets, nos parents étaient trop jeunes. Et déjà à l'époque, le gouvernement se prononce sur les 24 jours de travail et nous explique que ben, un mois est équivalent à 24 jours de travail si le salarié travaille ou est occupé 6 jours par semaine, et un mois sera assimilé à 20 jours de travail si le salarié travaille 5 jours par semaine. Et dans un autre extrait qui date cette fois-ci de 73, il est également précisé que si le salarié travaille 5 jours et demi par semaine, alors un mois sera l'équivalent de 22 jours. Donc on voit bien qu'à chaque fois, on prend le nombre de jours de travail, 5, 5 et demi, 6, et on le multiplie par 4 semaines en fait. Tout simplement, je ne comprends pas cette, cette focalisation sur les jours calendaires. Je ne me l'explique pas en fait, je ne sais pas d'où ça vient. Et ce qui m'a un petit peu amusé, c'est que le gouvernement est allé même jusqu'à anticiper le fait que si le salarié travaille 48 heures, n'importe quoi, 48 semaines, pardon, sur les 52 semaines que compte la période, alors le calcul devient inutile et le salarié a acquis l'intégralité de ses congés payés, ce qui est vrai, techniquement. Et nous sommes bien d'accord, juste pour que ce soit bien clair pour tout le monde, si vous faites malgré tout le calcul et que vous trouvez qu'avec la méthode des semaines, pardon, ou la méthode des jours, le salarié acquiert 32, 33, 31, enfin peu importe, plus de 30 jours de congés payés, vous ramenez ce nombre à 30 puisque le salarié par définition ne peut pas acquérir plus de 30 jours de congés payés, sauf bien sûr s'il s'agit de congés payés supplémentaires, mais là c'est une autre histoire et un autre calcul, on va dire. De retenir, c'est que lorsque le salarié travaille 6 jours par semaine, lorsqu'il a cumulé 24 jours de travail, il a acquis 2,5 jours de congés payés. S'il travaille 5 jours et demi par semaine, il aura alors besoin de 22 jours de travail pour acquérir 2,5 jours de congés payés. 5 jours par semaine, comme c'est le cas en majorité aujourd'hui, alors il aura besoin de travailler 20 jours seulement pour acquérir 2,5 jours de congés payés. Une incertitude sur le décompte, pour être tout à fait honnête, qui était le résultat d'un désaccord entre l'administration et la Cour de cassation. Ce qui arrive, alors souvent, n'exagérons rien, ce n'est pas souvent, mais ce qui n'est pas non plus rare en gestion de la paye d'avoir l'administration qui a une position et la Cour de cassation qui en a une autre. Mais ce désaccord concernait en fait la méthode de calcul. C'est-à-dire que la Cour de cassation avait décidé tranquillement dans son coin de compliquer la vie de tout le monde et elle considérait qu'il fallait effectuer une comparaison à titre entre les trois méthodes, mais uniquement à titre subsidiaire. C'est-à-dire qu'elle estimait qu'on devait d'abord compter les mois complets. Ensuite, on devait regrouper les semaines isolées, si je puis dire, qui n'étaient pas comprises dans les mois complets, donc les regrouper par 4 pour reconstituer des mois de cette façon-là. Et ensuite, et seulement ensuite, s'il restait des jours isolés non pris en compte, alors regrouper les jours par bouquet, on va dire ça comme ça, de 24, 22 ou 20, suivant le cas. Le gouvernement, lui, s'appuyant sur une lecture, à mon sens, plus juste, honnêtement, du texte, expliquait que bah, pas du tout. Dès le départ, le but était d'effectuer une comparaison des trois méthodes. Donc, on décompte en mois complet, en semaine complète ou en jours, et on retient la méthode la plus favorable aux salariés. C'est la méthode que l'on applique actuellement. Et il a fallu attendre quand même un arrêt en assemblée plénière du 9 janvier 87 pour que la Cour de cassation adopte donc la même position
que l'administration et consacre enfin la méthode de la comparaison et l'application de la règle la plus favorable. En assemblée plénière, cela signifie que il n'étaient pas réunis uniquement les juges du social, donc les juges du droit du travail et du droit de la sécurité sociale, mais l'ensemble des juges de la Cour de cassation. En tout cas, nous avons un consensus entre l'administration et le juge sur le fait qu'il faut comparer les trois méthodes et appliquer la plus favorable. Et j'espère vraiment vous avoir convaincu. J'ai vraiment essayé d'aller chercher les arguments juridiques pour étayer mon propos et ne pas en faire un simple débat d'opinion un peu stérile. Euh, donc concrètement, on prend la période complète d'acquisition, donc dans l'exemple que je vous avais donné, le salarié entré dans l'entreprise le 6 janvier, donc la période courait du 6 janvier au 31 mai, et on compte le nombre de mois complets sur cette période. On reprend cette même période et cette fois-ci, on compte les semaines complètes. On reprend encore donc cette période du 6 janvier au 31 mai et on compte à présent le nombre de jours de travail sur la période. Alors, nous passons à présent à la correction donc, de l'exercice. Nous avions un salarié embauché le 6 janvier 2022 qui travaille à temps partiel 3h30 par jour, 5 jours par semaine, soit du lundi au vendredi, et son entreprise compte les congés payés en jours ouvrables. L'objectif était de calculer le nombre de congés payés acquis à la fin de la période, soit fin mai 2022, donc dit autrement de compter les congés payés acquis entre le 6 janvier ici et le 31 mai ici. Concernant donc premier point, concernant le temps partiel, en lui-même le temps partiel n'a aucune incidence sur l'acquisition. Ce qui nous intéresse, c'est que le salarié travaillait 5 jours par semaine, peu importe le nombre d'heures qu'il effectuait. Et ensuite, eh bien, nous allons appliquer tout simplement les trois méthodes les unes après les autres. Donc, première méthode, nous comptons le nombre de mois civils complets sur la période. Le salarié entre en janvier dans l'entreprise, donc nous comptons les mois qui suivent en fait, février, à savoir février, mars, avril et mai. Nous avons 4 mois. Donc 4 mois fois 2,5 jours ouvrables acquis pour chacun de ces mois, cela nous donne 10 jours de congés payés acquis, donc 10 jours ouvrables de congés payés acquis sur la période. Nous passons à la seconde période, à la seconde méthode, pardon, en faisant totalement abstraction donc de cette première méthode, on la met de côté pour l'instant. La deuxième méthode consiste à calculer ou à dénombrer plus exactement le nombre de semaines complètes, toujours entre le 6 janvier et le 31 mai. Et nous diviserons ensuite ce nombre de semaines par 4, puis nous les remultiplierons pour avoir l'équivalent de 1 mois au sens du droit du travail, hein, et nous les remultiplierons par 2,5 jours ouvrables, puisque pour chaque mois, donc chaque période de 4 semaines, le salarié aura acquis 2,5 jours ouvrables. Donc ici, j'ai trouvé 20 semaines. Donc pour trouver les 20 semaines, mais vous avez pu en trouver effectivement 21. Pour trouver les 20 semaines, nous avons deux façons de faire, enfin deux façons, deux ou trois même. La première façon et la plus simple va consister tout simplement à compter les semaines complètes sur la période, en commençant donc le 10 et en terminant en ce qui me concerne le 29, mais je peux entendre que pour certains, vous ayez pris en compte cette dernière semaine ici, j'y reviens dans un petit instant. L'autre façon de faire qui me semble un petit peu plus rapide, va consister à utiliser en fait un calendrier un petit peu dans cet esprit-là, où les semaines sont numérotées et ce qui permet en fait, quand on a une période complète, et bien de dire: «OK, je prends les semaines qui vont de 2 à 20 à 21, oui, donc 21 moins 2, 19 plus 1, ben, ça me fait bien 20 semaines». Alors pourquoi, pardon, j'ai fait comme je fais d'habitude assez vite et c'est pas forcément logique. Alors pourquoi 21 moins 2 plus 1? Tout simplement parce que si je fais 21 moins 2, je vais déduire
à ces 21 semaines la première et je veux la déduire, mais je vais aussi déduire la deuxième ici. Je vais commencer à compter finalement à partir de la troisième. Or, la deuxième, je la veux, donc je l'ajoute à nouveau. Donc vous pouvez procéder ainsi en fait, hein, c'est, la dernière semaine complète moins la première semaine complète plus un. C'est la façon qui pour moi, et quand je le fais rapidement, est la plus rapide et qui est la moins source d'erreur, mais pour moi. Et une autre solution, ça va être de dire: «Bah, je prends la dernière semaine complète, donc la semaine 21 et je reste sur la ligne, si je puis dire, de la dernière semaine, incomplète, enfin ou de la semaine incomplète qui précède, 1. Ce qui fait que je fais 21 moins 1 et je retombe effectivement sur 20 semaines. Donc là, c'est comme vous l'entendez, c'est voilà, une astuce ou l'autre pour gagner du temps pour le décompte des semaines. Alors je reviens juste un tout petit instant, sur, cette semaine 22 ici, qui est la semaine de transition en fait entre 2 périodes d'acquisition. Puisqu'on a une période d'acquisition qui se termine le 31 mai et on a une autre période d'acquisition qui va commencer le 1er juin. Et là, on est, à ma connaissance en tout cas, si vous avez d'autres informations, je suis preneuse, mais à ma connaissance, on est face à un vide juridique. Je ne sais pas comment gérer cette situation. On ne me donne aucune consigne. Donc, est-ce que je dois compter une semaine complète 2 fois? Alors même que, ben, le salarié, officiellement en fait, hein, ça se termine le 31, donc il n'a pas la semaine complète. Est-ce que je ne dois jamais compter de semaine complète? Donc c'est-à-dire que c'est une semaine pour rien en fait, qui dans un cas comme dans l'autre, elle n'est pas complète, donc je n'en tiens pas compte. Ou est-ce que je dois en tenir compte une seule fois, bah, soit sur la première période, soit sur la deuxième? En ce qui me concerne, j'ai fait le choix de la compter une fois sur la deuxième période. Pourquoi sur la deuxième période? Toujours pour des méthodes un petit peu mémotechniques et un petit peu par habitude, de raisonnement face à un vide juridique. Quand j'ai un vide juridique, je vais chercher, des règles qui existent ailleurs et j'essaie de voir si je peux les transposer. Et en l'occurrence, j'ai transposé la règle qui s'applique aux heures supplémentaires sur, des semaines incomplètes, hein, sur vous savez, qui sont à cheval sur 2 mois. Donc j'ai dit: «Bah, OK, la première année donc ben, je ne compte pas la semaine, par contre je la prends en compte la deuxième année», puisque finalement le salarié pourrait très bien, quitter l'entreprise le 26, le 27, ou le 28, du mois de ju le 26 ou le 27, n'importe quoi. Le 1er, le 2 ou le 3 juin. Même si bon, on le sait à l'avance, mais bon, peu importe. Et ça me permet de m'en souvenir et de pas à chaque fois me demander: «Alors attends, est-ce que pour lui, tu l'avais comptabilisé, pas comptabilisé?» Voilà, je le sais d'office. Maintenant, si vous avez fait le choix, de compter cette semaine 2 fois, eh bien, c'est la solution la plus sécurisante juridiquement puisque c'est la solution la plus avantageuse pour le salarié. On ne pourra évidemment pas, vous le reprocher, en tout cas ni l'URSSAF ni le juge. Votre employeur, c'est moins sûr. Donc, j'ai envie de dire, là, c'est à voir effectivement avec l'employeur, s'il est pour assurer la sécurité juridique maximum, ou si, dans ce cas-là, il va dire: «Bah, écoute, non, hein, on fait au mieux, mais quand même, faut pas non plus exagérer». Donc là, c'est vraiment au cas par cas. La seule chose que je vous conseille, c'est de bien sûr toujours, appliquer la même méthode, de ne pas changer en fonction du salarié ou tout simplement de ce qui vous passe par la tête au moment où vous procédez en fait, parce que, ben, je sais pas, le cas se présente une fois, on a le cas à nouveau 6 mois après, on l'a noté nulle part, on se souvient pas comment on a fait et hop, on fait autrement parce que X raison. Donc je vous conseille vraiment, quand vous avez des process comme ça, de vous les noter et de vous y tenir de façon à pouvoir défendre votre position, que ce soit face à l'URSSAF ou éventuellement dans le cadre d'un procès. Donc, hop, longue parenthèse, pardon, je la referme. Et je reviens à nos petits calculs. Donc là, nous avions bien 20 semaines. Je les divise donc par 4 pour obtenir, comme je disais, un mois fictif, un mois de droit du travail, si vous voulez. Et bien sûr, ces mois fictifs, je les remultiplie par 2,5
jours ouvrables pour obtenir donc 12,5 jours ouvrables acquis qui seront potentiellement arrondis bien sûr à 13. Et c'est là où en fait je vais respecter les règles de proportion. C'est à ce niveau-là. C'est-à-dire que, je divise bien les 20 semaines par 4 et et je n'arrondis pas ensuite un nombre de mois complet. Je garde, le résultat que je vais obtenir, en fait. Même si, je sais pas, j'avais eu 21 semaines divisées par 4, je n'aurais pas un nombre de mois, complet, eh bien, j'aurais quand même gardé ce nombre incomplet. Je garde des proportions à ce niveau-là, en fait. Donc deuxième méthode, elle est faite. Hop, on la met de côté aussi. On y reviendra plus tard, mais vous avez déjà compris que la première méthode, on l'oublie et on l'abandonne, et que pour l'instant, c'est la deuxième qui va s'appliquer. Et troisième méthode, la méthode des jours de travail cette fois-ci. Donc oui, effectivement, compter les jours de travail, c'est pénible. On est d'accord. Maintenant, il y a des moyens de procéder, assez enfin, peut-être plus rapidement. La méthode que j'utilise assez souvent quand je fais les calculs, j'allais dire à l'arrache, c'est pas bien de parler comme ça, mais bon, vous avez compris, quand je fais les calculs un petit peu vite fait, c'est de me dire, bah, tout simplement, mais je l'avais déjà mis, je crois, dans les commentaires à une réponse, mais bon, peu importe. Tout simplement, bah, j'ai calculé, hein, j'avais 20 semaines. Donc j'ai 20 semaines et j'ai fois, 5 jours, donc ça va me faire 100 normalement. Ouais, même moi, je suis capable de faire ce calcul mental, c'est magnifique. Donc j'ai déjà 100 jours dans les semaines complètes et je vais devoir ajouter, bah, le 6 et le 7 que j'ai pas pris en compte ici et puis le 30 et le 31 que je n'ai pas pris non plus en compte en ce qui me concerne. Donc ça va faire, eh ben, les 100 jours ici, plus 2 si vous préférez. Et j'obtiens les 104. Après vous pouvez compter, hein, si vous préférez les jours, mais vous allez voir que normalement, vous allez retomber sur le même nombre. Une autre solution, peut-être plus, intelligente, ou plus technique, enfin je sais pas, lorsqu'on utilise notamment Excel, va être d'utiliser de décompter le nombre de jours. Ça va être facile à faire, d'utiliser une formule, pardon. Ça va être facile à faire quand vous avez 5 voire, 6 jours de travail. Avec 5,5, il y a toute une petite astuce, tout un bidouillage à faire où je me dis: «Est-ce que vraiment c'est intéressant de fait?» J'en suis pas sûre. En tout cas, lorsque vous avez 5 jours, ouvrés, du lundi au vendredi donc de travail, eh bien, vous notez tout simplement la date de début qui vous intéresse, donc ça mais vous connaissez peut-être, hein, c'est NB en fait, hein, NB ouvré. Heu, Hop, on était en 2022. La date de fin, hop, je vous la donne quand même pour les personnes qui connaissent pas parce que franchement en paye, elle fait partie des formules, il faut les connaître quoi, parce que vraiment elles sauvent la vie. Donc et on va compter ici le nombre de jours ouvrés. Donc la date de départ, wow, 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 qu'est-ce qu'il me fait là? Hop, non. Voilà. La date de départ, ben, c'est celle-ci, point virgule. La date d'arrivée, c'est celle-ci. Donc si je voulais déduire les jours fériés, je mettrais point virgule et je déduirais, ben, le nombre de jours fériés qu'on a sur la période et qui tombe, un jour ouvré, donc du lundi au vendredi. Ici, ce n'est pas le cas puisque, on part du principe que les jours fériés, sont payés et chômés et que de fait, on ne décompte pas, enfin les congés payés continuent à s'acquérir durant cette période. Je ferme ma parenthèse et pourquoi il met une date? C'est quoi son problème là? Hop, pardon, désolé. On va aller dans, hop, format de cellule vite fait. Est-ce que je lui mets du standard? Oui, standard, il veut bien. Allez hop, on a bien 104. Donc normalement, il compte correctement. Si notre salarié avait travaillé, par exemple, 6 jours, donc le samedi, eh bien dans ces cas-là, vous prenez le MB, ouvré international. Je crois que ça veut dire international, je suis pas sûre. Donc toujours pareil, vous mettez la date de départ. Oh, j'ai peur que vous puissiez pas tout voir et que vous soyez hors champ, on va voir. La date de fin et ensuite vous sélectionnez et ouais, vous êtes hors champ. Ah zut! Alors attendez, un tout petit instant, je coupe et je reviens. Alors, pardon, hop,
je suis revenue. Donc NB jours ouvrés, donc la date de départ, ben, c'est la même, la date d'arrivée, c'est la même. Et ce que vous ne voyez pas, hop, alors attendez, on va enlever la parenthèse, voilà. Date de fin, point virgule, voilà, c'était ce que je voulais que vous puissiez voir. On va indiquer quel est le ou les jours de week-end, c'est-à-dire les jours de repos pour le salarié. Et cette formule, elle est quand même intéressante quand les salariés ont des jours de repos qui ne sont pas, on va dire, standards. Donc nous, on va dire que ça sera le dimanche uniquement, puisque dans l'exemple, hein, le salarié travaille du lundi au samedi. Et hop, donc nombre de jours, et là je ferme, et j'ai bien 125. Donc le calcul est assez facile à faire si le salarié travaille 5 ou 6 jours. C'est un tout petit peu plus compliqué s'il travaille 5 jours et demi par semaine, puisque ben, tout va dépendre du demi, en fait, quel est le jour qui va être uniquement, enfin qui va être travaillé à temps partiel, enfin si je puis dire ça ainsi. La seule solution que j'ai trouvée, mais alors là, elle est tordue et je la trouve assez compliquée pour le décompte, ça va être de faire avec date diff, en fait. Je ne sais pas si vous connaissez, mais date diff, c'est date diff permet de compter les mois ou les jours entre deux dates. Donc date diff, hop, point virgule. Voilà, hop. Donc là, pourquoi il veut pas? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Date diff. Mince, il m'envoie l'aide, je veux pas l'aide. Alors, date diff. Donc, je recommence, hein, c'est pas très grave. Égal date diff. Et si je me mets en haut, ça sera peut-être plus pratique. J'ouvre ma parenthèse et à chaque fois, il m'ouvre l'aide. C'est pas ce que je veux. C'est pas grave. Alors, 06. On est bon. Pourquoi je mets un plus? Voilà. Ah, mais non, je suis bécasse, oui. Pardon, bécasse que je suis. Je devais mettre en fait un D. Alors, bien le mettre entre guillemets, c'est D pour day en fait, jour. Sinon, il ne comprend pas ce que je veux calculer. Si vous voulez calculer les mois, vous mettez M pour moi quoi, entre guillemets. Hop, et voilà. Donc là, j'ai 145 jours entre le 6 et le 31. Le problème, c'est que, comme tout à l'heure, là, avec l'histoire des comptes ici, date diff, il compte le 31, mais il ne prend pas en compte le 6. Donc, je vais dire que c'est égal à 145 plus 1. Voilà, donc je sais que du 6 inclus au 31 inclus, j'ai 146 jours en tout. Et je vais ensuite, si mon salarié travaille le samedi, eh bien, je vais ensuite, vous allez voir un peu la bidouille, compter les nombres de jours ouvrés international entre le 6, toujours, hop, et voilà. Et je vais dire que cette fois-ci, le repos, c'est le samedi. C'est-à-dire qu'il va me compter tous les jours cette fois-ci, sauf les samedis. Je fais entrer. Donc, quand je vais faire tous les jours calendaires, hein, du 6 au 31, moins tous les jours, sauf le samedi, je vais voir combien j'ai de samedis sur la période. Et à partir de là, je vais pouvoir, en fait, en divisant par 2, puisque vous vous souvenez, hein, c'était 24 jours si le salarié travaille 5 jours, 20 jours s'il travaille, non, je dis n'importe quoi, 24 jours si le salarié travaille 6 jours, 20 jours si le salarié travaille 5 jours, pardon, à prendre en compte. Donc s'il travaille 22 jours, s'il travaille 5 jours et demi, j'en prends 22 parce que 5,5 fois les 4 semaines en fait. Donc je divise effectivement par 2 pour avoir un entre-deux. Ça va me faire 10 jours et demi. Donc je vais devoir ajouter ces 10 jours et demi au 104 en fait, donc au nombre de jours ouvrés compris sur la période, donc du lundi au vendredi. Si vous n'avez pas compris cette dernière période, ce dernier calcul, franchement, je vous en veux pas parce que je suis pas sûre d'avoir été très claire et en plus c'est vraiment de la bidouille de formule, hein, clairement. Mais bon, les deux premières, hop, supprimer, décaler, oui, pourquoi pas. Les deux premières me semblent intéressantes.
le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours ouvrés international. Donc, troisième méthode en tout cas, nous avions 104 jours de travail. Nous divisons ce nombre de jours par 20 parce que le salarié travaille 5 jours par semaine, donc 20 jours de travail est équivalent en droit à un mois, on va dire. Donc, on essaie de comptabiliser combien de mois nous avons sur la période avec cette troisième méthode. Et on va multiplier donc ce nombre de mois, qu'il soit un nombre complet ou un nombre avec des décimales, par 2,5 jours ouvrables, et ce qui nous donne pile poil 13 jours. Donc vous allez me dire, avec la deuxième méthode, on avait aussi 13. Dans ce cas-là, oui, c'est vrai. On s'est enquiquiné à faire le calcul pour rien, si je puis dire. Mais le salarié de fait a acquis 13 jours. Donc si vous avez pris la dernière semaine, oh, non, vous devez avoir le même... Oui, 21 semaines, à mon avis, vous devez aussi arriver à 13, au final à 13 jours. Donc voilà pour la correction. J'espère que je n'ai pas trop cafouillé. Alors, il me reste à présenter assez rapidement, enfin aussi rapidement que je puisse faire en ce qui me concerne, le petit tableau de calcul ou de vérification. Alors, parce que ça me semblait intéressant, enfin j'aime bien en fait pouvoir donner ce type de tableau, non pas pour vous épargner de réfléchir, enfin, à mon sens, c'est la pire chose c'est le pire cadeau qu'on pourrait vous faire, mais plutôt pour vous permettre de vous faire vos propres exercices, en fait. En changeant un petit peu les données, le tableau fait le calcul et vous faites le calcul manuellement à côté. En tout cas, c'est comme ça que je le vois avec les personnes que je suis. Mais prudence quand même, ce tableau, comme je disais, je l'ai fait ce week-end. J'ai pas trop eu l'occasion de le tester, donc à voir si il peut s'appliquer, quel que soit le contexte, je ne suis pas sûre. Encore une fois, à bien à vérifier, à faire attention. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne pourra s'appliquer que si le salarié travaille 5 jours, 5,5 jours ou 6 jours. Sur des périodes de travail plus courtes, enfin avec moins de jours de travail, je pense il va bugger. Alors comment j'ai essayé de le construire? Donc, on met, ben, la date de début de période, donc c'était le 6 janvier, hein, de mémoire, 2022. La date de fin, donc c'était le 31 mai, de mémoire aussi. Alors la première semaine incomplète, c'est-à-dire le premier jour de la première semaine complète, pardon, donc je sais plus, poum poum poum, c'était le 10 et je vais avoir besoin la dernière aussi, le 23. OK. Donc c'était le 10 janvier 2022. Là, j'en ai besoin pour le calcul des semaines, en fait. Et la dernière semaine, 23 05, pardon, 2022. Alors, je ne sais pas si ça va se voir à l'écran. J'ai laissé en gris très clair, en semi-apparent, les calculs intermédiaires pour que, ben, quelque part, vous puissiez aussi faire vos petites vérifs. Donc, si la période débute le premier du mois, on met un petit O pour oui, sinon on met un N pour non. En l'occurrence, c'est N. Et si la période finit le dernier jour du mois, ben, même chose. Donc en l'occurrence, ça va être un O puisqu'elle finit le 30, le 31. Ces deux petites indications, c'est pour contourner le petit problème lié à la formule date diff qui ne prend pas en compte, enfin qui ne prendra pas en compte le mois de janvier, par exemple, même si, puisque je le calcule avec date diff pour le décompte au mois, même si je me note ici 1er janvier 2022, date diff mois ne prendra pas en compte le mois de janvier. Et inversement, si je termine ici le 15 mai, date diff prendra le mois de mai. Parce que ce qui l'intéresse, c'est le mois et c'est pas le jour. On va dire ça comme ça. Nombre de CP acquis. Bonjour la faute. Hop. Le nombre de CP acquis par mois, bah, c'est 2,5 ou 2,08 quand on compte en jours ouvrés, hein, tout simplement. Donc c'est l'un ou l'autre. Le nombre de jours de travail donc par semaine, hein, encore une fois, ça sera pour moi 5, 5,5 ou 6. Je pense qu'il va méchamment bugger si vous notez un autre nombre de jours.
Et les calculs ici se font automatiquement. Donc, on retombe effectivement sur 13. Donc, imaginons hop, que je change la date ici et que je note le 1er janvier. Donc, il passe à 14 parce que j'ai 3 jours de travail en plus. Et il bascule d'un jour complet. Ah, je trouve ça bizarre quand même. Je trouve ça bizarre. Base 5 jours, j'ai 107 jours, on est d'accord? Qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Hop, fois 2,5. Ah ouais, ok. Je trouve fou que 3 jours puissent faire une telle différence. Bon, ok. Il fonctionne mieux que je pourrais le croire alors. En tout cas pour l'instant. Mince, je suis en train de tout revenir en arrière alors que c'était peut-être plus bien de refaire autrement. Pardon, je couperai. Voilà, donc si ça peut vous intéresser, de toute façon, le petit tableau, là, je vous le mets dans partagé dans le Drive. Oh punaise, non, j'ai pas fini. Un petit point malheureusement que j'ai pas pu régler autrement. Ici, concernant quand on a 5,5 jours, je suis partie du principe que le jour de travail incomplet était le samedi. Si pour vous c'est un autre jour, il va falloir que vous jouiez ici avec la formule et que vous apportiez une petite modif. Donc, hop, et hop, comme tout à l'heure en fait, hein, que vous choisissiez, alors non pas le jour de repos, mais finalement le jour qui sera travaillé de façon incomplète, puisque j'ai détourné la formule, on va dire. Donc en ce qui me concerne, c'est le samedi, donc c'est le 17, mais si pour vous c'est, je sais pas moi, c'est le lundi, et ça sera le 12 en fait. Hop, et je referme. Et là, malheureusement, je ne pouvais pas vous simplifier plus la vie que ça. En tout cas, avec les connaissances que j'ai sur Excel, sachant que je suis tout sauf une experte, hein, c'est de la bidouille, tout simplement. Ok, ce coup-ci, j'en ai fini. J'arrête de vous embêter avec ça. Donc, si vous voulez le télécharger, c'est avec plaisir, mais encore une fois, soyez prudents. Nous y voilà. Moi qui voulais faire une petite vidéo rapide pour le mois de mai, puisque bien sûr je suis encore en retard, c'est raté. On va dire c'est raté. Par contre, je suis très contente vraiment du petit embryon de discussion qu'il y a eu entre vous dans l'espace communauté. C'est quelque chose que je souhaite vraiment, vraiment depuis le début. Qu'il y ait des échanges, du partage, du travail en commun. Je crois vraiment que c'est la meilleure façon et d'apprendre et de se rassurer aussi parce que c'est quand même une matière qui est très très difficile et pouvoir compter sur les autres c'est toujours plus sécurisant et puis ça fait du bien en fait, voilà, ça fait juste du bien. Après peut-être que YouTube n'est pas le lieu le plus adapté pour favoriser cet échange et ce partage un peu de type communautaire. Mais bon, en tout cas, là, il s'est passé quelque chose et j'en suis ravie. J'espère que voilà, que ça vous convient. Et puis pour le mois de juin, de fait, si je ne change pas d'avis, si je reste dans cette optique, je vais peut-être préparer un petit exo récap sur l'avantage en nature véhicule, qui est assez compliqué et qui indirectement m'a été inspiré par une apprenante que je suis et qui m'avait posé une question et je me suis dit ok, on va prendre un cas et on va l'appliquer à à chacune des possibilités, on va dire ça comme ça, du tableau de calcul de l'avantage en nature véhicule pour voir un petit peu les différences entre les uns et les autres. Et je me dis que ça peut être intéressant à transmettre. Et puis ça peut être l'occasion de faire un petit rappel sur la façon dont on valorise l'avantage en nature enfin un avantage en nature, qu'il soit véhicule ou autre, sur un bulletin de paye. Donc on est encore un petit peu en mode débutant. Désolée pour les personnes qui préféraient que ce soit un petit peu plus élaboré. Promis, cet été, je m'y attelle et je pense un petit peu à vous également. Voilà, sur ce, j'arrête de vous embêter. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à très vite. Bye bye.